Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver chez vous dans l'émission Entretien, diffusée sur Camnus 24, émettant de la dynamique ville de Garoua. Comme vous le savez, devrait-on le rappeler, pour ce nouveau numéro, le débat sera centré sur jeunesse et implication dans le processus électoral lors de la présidentielle du 12 octobre prochain. Parce que c'est l'actualité nationale de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, accueillons avec honneur M. Youbara Célestin Dorisno, qui a accepté volontiers de répondre à l'émission Entretien. Bienvenue sur le plateau de l'émission Entretien. Monsieur Boubakari Adama, de me recevoir sur votre plateau en ce dimanche. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord savoir qui est Youbara Célestin Dorisno. Youbara Célestin Dorisno, c'est un citoyen camerounais comme tout autre. Je suis un acteur engagé dans la société civile, je suis un entrepreneur agropastoral, cumulativement avec mes fonctions de fonctionnaire. Et aujourd'hui, je suis ici en tant que communicant du Front pour le salut national du Cameroun. Du président Issa Chiroma Bakari. Oui, du président Issa Chiroma Bakari, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de créer ou de rejoindre le mouvement Éveil de conscience? Le mouvement Éveil de conscience est créé lors d'un entretien avec le ministre Issa Chiroma, bien avant qu'il ne démissionne du gouvernement. Il a fait l'honneur de nous recevoir chez lui durant 3 heures d'horloge. On a eu un entretien vif, riche, et il a eu des idées accrocheurs qui nous ont convaincus de ce qu'il comprenait le problème de la jeunesse. Par exemple, vous pouvez nous mentionner quelques idées qui vous ont marqué? Oui, les inégalités sociales par exemple, la fragmentation entre des groupes sur la base tribale, sur la base religieuse. Il était question que on essaye de sensibiliser la jeunesse pour qu'elle comprenne que le problème des Camerounais, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la tribu. Le problème de tous les citoyens camerounais, c'est la pauvreté, c'est le manque de routes, c'est le manque d'hôpitaux, c'est le manque d'établissements dans les écoles. Bref, le strict minimum pour le bien-être des citoyens camerounais. Alors, à ce moment, il était dans le gouvernement ou bien il a déjà démissionné du gouvernement? Il était encore au gouvernement. Comme je vous l'ai dit tantôt, il était encore ministre de son État. Voilà. Alors, vous êtes convaincu qu'il a servi ce régime pendant un bon bout de temps et aujourd'hui, il revient pour prendre la tête de son parti, le FSNC. Ça vous rassure? Je suis rassuré en ce sens que le ministre Chiroma n'est pas le président de la République du moment où il est au gouvernement. Et je pense que c'est lui qui impulse et dirige la politique au sommet de l'État, c'est le président de la République. Étant membre du gouvernement, je pense qu'il respecte le canevas établi par le chef de gouvernement dans le cadre du déploiement des stratégies politiques du Cameroun. Et à son niveau, étant ministre de l'Emploi, je pense qu'il ne pouvait faire ce qui était du ressort de son ministère. Il ne pouvait pas s'étendre au-delà pour couvrir tous les problèmes des Camerounais. Alors, si on aimerait parler de vous, par exemple, si on veut vous prendre comme un modèle, pourquoi avoir choisi d'accompagner l'opposition plutôt que le parti au pouvoir? Je vous prendrai au pied, je ne suis pas déjà un modèle, je suis un simple citoyen camerounais comme tout autre. Et pour le cas d'espèce, revenant à votre question, je choisis d'accompagner le président Issa Chiroma, comme je vous l'ai dit tantôt, lors de notre entretien. Ses idées m'ont convaincu, ses idées m'ont pénétré et je trouve en lui, c'est lui qui peut porter la voix de milliers, de millions de jeunes Camerounais. Parce que c'est un homme qui a un discours franc, un discours direct, qui n'a pas froid aux yeux, qui dit les choses telles que. Et je pense qu'à travers lui, le message passe nettement mieux. Parce que, quoi qu'on dise, aucun homme n'est parfait. Nous sommes obligés de nous accepter avec nos tares, avec nos différences, avec nos manquements. Et parmi tous ces candidats, bien avant qu'on en arrive à ces élections présidentielles,
parmi tous ces candidats, c'est l'homme Issa Chiroma qui m'a convaincu par son discours. Raison pour laquelle nous avons choisi de l'accompagner à travers notre mouvement Éveil de conscience, la plateforme sur laquelle nous sensibilisons la jeunesse du Cameroun. Qui regroupe les jeunes. Alors, parlant donc de cette jeunesse dynamique-là, quels sont les défis que font face cette jeunesse-là? Les défis auxquels font face la jeunesse aujourd'hui, ces défis sont innombrables. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un contexte où la quasi-majorité des jeunes sont au chômage. Le défi de cette jeunesse, c'est simplement d'avoir un emploi décent, de se construire une vie des citoyens qui n'aspirent même pas à grand-chose. Simplement un cadre de vie décent pour pouvoir s'occuper le moment venu de sa petite famille. Mais aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse est réduite à être des exploitants de motos, ce que nous appelons trivialement les conducteurs de motos, les mototaximens si vous voulez. La jeunesse est réduite à vendre sur les trottoirs, d'autres font dans les call-box, alors que parmi ces jeunes, nous avons des diplômés, nous avons des gars qui ont des masters, certains sont même des docteurs, mais par manque de débouchés, beaucoup se rabattent sur des activités qui n'honorent même pas leur statut. Raison pour laquelle je pense que le défi aujourd'hui de la jeunesse dans le cadre de ces élections, c'est d'affirmer sa personnalité, de s'impliquer dans ces élections de telle sorte que leurs voix doivent être entendues. Voilà, vous avez parlé de cet accompagnement, cette insertion dans le monde professionnel. Oui. Vous êtes convaincu que le ministre Issa Chiroma Bakary avait servi dans le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Alors, il avait pour obligation d'insérer un bon nombre de citoyens, du moins les accompagner à s'insérer dans le monde professionnel. Bien sûr, malheureusement, je pense qu'un seul d'eau ne peut pas arroser un hectare. Si je me fais comprendre, je voudrais dire ici que il était ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, certes, mais avec quels moyens? Nous savons tous qu'au Cameroun, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle fait partie des ministères qui ont un budget des plus réduits. Et bien au-delà, certes, c'est le ministre qui dirige le ministère, mais il y a un ensemble d'acteurs qui orientent la politique du gouvernement. Si on ne vous a pas donné les moyens de créer les emplois, vous ne pouvez pas faire de la magie, permettez-moi l'expression, pour pouvoir recruter les jeunes. Il ne travaillait que dans le cadre du respect du calendrier, du déploiement de l'activité du gouvernement. Et pourquoi aujourd'hui vous interpellez les jeunes à prendre leur destin en main? En réalité, j'ai souri parce que j'ai réalisé que les jeunes sont découragés. Les jeunes sont découragés en ce sens parce que devant eux, il y a ce plafond, au-dessus de leur tête, je vous l'ai dit, il y a ce plafond de verre qui fait que toute la jeunesse pense que les vieux ont occupé toutes les places. Il n'y a pas de place pour la jeunesse. Raison pour laquelle ils se sont découragés, ils ont abandonné, ils se sont rabattus sur des activités dérisoires, comme je vous le disais tantôt, la conduite des motos, la vente des produits sur les trottoirs, les call-box et tout ce qui va avec. D'accord. Vous avez dit, vous appartenez à un mouvement appelé Éveil de conscience. Alors, quelle valeur votre mouvement souhaite-t-il transmettre à la jeunesse? Nous voulons interpeller ici, au-delà même de l'éveil de conscience, au-delà du réveil patriotique du Septentrion, cette autre activité et cette autre association pour laquelle je milite depuis, et dans le cadre du Front pour le salut national du Cameroun, toutes ces jeunesses qui m'entendent aujourd'hui, je leur dis que le moment est venu de saisir l'opportunité qui se présente à travers ces élections pour s'impliquer dans le choix de celui qui va diriger le Cameroun demain. Bon, je ne vous coupe pas, je vous relance. Alors, pourquoi avoir choisi Issa Chiroma Bakary parmi tant d'autres candidats de l'opposition? Comme je venais de vous le dire, lors de notre entretien, son discours m'a convaincu, il a été franc et j'ai trouvé en lui quelqu'un qui pouvait porter mes idées, mon idéologie, mes aspirations. Est-ce que vous pouvez nous énumérer 2 à 3 projets qui vous ont marqué lors de votre échange? Oui, je prendrai simplement
un sujet. Nous avons débattu autour des exclusions liées au tribalisme et à la religion. L'exclusion liée au tribalisme, ça couvre tout le Cameroun. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que tout un groupe ethnique au Cameroun, on les appelle les talibans. Du simple fait d'appartenir au peuple bamileke, au peuple de Grassfield. Et de l'autre côté, vous allez entendre que toutes trois régions regroupées que nous appelons ici le septentrion, on les appelle les Babana, les moutons du Nord, les Wadjo. Je pense que c'est des termes savamment conçus, réfléchis, pour créer de la division au sein de la population camerounaise. Et beaucoup s'appuient dessus pour exclure, dénigrer, rabaisser leurs concitoyens, alors que nous sommes censés nous tenir la main, parce que nous, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un adversaire commun qui est la pauvreté. Nous aspirons tous à dépasser ce stade-là pour pouvoir vivre la main dans la main et avancer. Le deuxième élément de ce débat que nous avons eu, c'est l'exclusion concernant le peuple même du septentrion. Vous conviendrez avec moi qu'ici au Nord Cameroun, nous avons entre les mains deux religions. Et ces deux religions ont cette particularité que dans une seule famille, vous pouvez trouver un oncle qui est chrétien, un autre oncle qui est musulman. Vous allez dans d'autres familles, vous trouverez que le grand frère est de la confession chrétienne et l'autre grand frère, le petit frère est de la confession islamique. Ce qui fait que les politiciens utilisent ces deux éléments pour créer une sorte de division. Et je vais, et ça je vous le dis de façon pragmatique, c'est des observations que même le président Issa Chiroma a relevé dans l'un de ses propos en nous faisant savoir que lui, il a également fait ce constat. Aujourd'hui, si vous regardez, c'est comme si tout est fait pour que un groupe assoie sa domination sur l'autre. En réalité, nous aspirons, nous voulons que nous vivions dans un contexte où nous nous sentons tous égaux au même pied d'égalité. Mais donc malheureusement, un combat commun. Le seul adversaire que nous avons actuellement, c'est la pauvreté. C'est le manque de travail pour la jeunesse, c'est le manque d'eau pour nos populations, c'est le manque de routes pour nous tous. Parce que quand nous voyageons, vous êtes dans le bus, la route d'Engaoundéré ne connaît pas si vous êtes musulman ou chrétien, si vous êtes bamileke ou sawa, si vous êtes anglophone ou francophone, si vous êtes chrétien ou musulman, nous subissons les mêmes secousses. Quand il y a une coupure d'électricité, la lumière ne se coupe pas chez le musulman et ça laisse le chrétien. La lumière ne se coupe pas chez le bamileke et laisse le catholique, le béti. Ce qui fait que nous avons tous le même problème. Ça veut dire donc que ces éléments que les politiciens utilisent comme la tribu, comme la religion, nous devons dépasser ce stade-là pour affronter notre réel adversaire qui est la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui distingue dans son programme de campagne par rapport à son projet, si on peut le dire, par rapport aux autres candidats de l'opposition? Qu'est-ce qui distingue ces promesses-là? Vu dans l'ensemble, il y a des éléments probants qui sortent du lot, qui font que son discours, ses aspirations, sa vision du Cameroun donne espoir à travers son discours. Je reviendrai sur quelques éléments ici pour vous faire savoir que dans ce qu'il prévoit pour les Camerounais, il y a la suppression de certaines taxes. Vous savez, aujourd'hui, si la vie est tellement chère au Cameroun, c'est en partie lié à nos taxes tellement élevées. Vous imaginez, quand on a affaire à la TVA, qui est à l'ordre de 19,25%, quasiment 20% d'un prix d'achat d'une marchandise, vous voyez que quand vous achetez 1 kilo de riz, vous investissez, si le kilo de riz coûte 1000 francs, 200 francs, ça va dans la TVA. Je pense que c'est exorbitant pour le pouvoir d'achat du Camerounais. L'autre pan de son discours, c'est la lutte contre la corruption. Et vous conviendrez avec moi aujourd'hui que il y a des décennies que les Camerounais parlent de la lutte
contre la corruption. On a créé des entités comme l'ANTIC, le contrôle supérieur de l'État, la CONAC, mais quand vous observez sur le terrain, la corruption prend du poids, permettez-moi l'expression, chaque jour. C'est comme s'il n'y a rien n'est fait pour combattre cette corruption. Allez aujourd'hui au niveau des finances. Les 10%, les 5%, c'est monnaie courante. Quand vous allez sur la route, vous voyagez souvent, vous trouvez des gendarmes qui prennent les 500, les 1000 francs, les 2000, au vu au-dessus de tout le monde. Vous pouvez quitter des cousseries jusqu'à vous rendre à Mbam. Il suffit seulement que vous ayez vos billets de 500, vous n'avez même pas de pièces D'autres cas, il faut dire que ce citoyen est interpellé parce que c'est la complicité. Lui aussi ne détient pas la pièce officielle. Oui, puisque le mode opératoire est connu de tous. Puisque nous voulons, pour celui qui n'a pas la carte d'identité, tout son problème c'est arriver d'un point A à un point B. Maintenant, si je connais le mot de passe, il faut simplement avoir de l'argent sur soi pour pouvoir travailler, voyager s'il vous plaît, sans pièce d'identité. Je me mets au jeu. Oui. Simplement parce que vous le voyez chaque jour. Je vous le concède, hein, je vous le conseille d'ailleurs même. Le dimanche, allez au contrôle à la sortie de la ville. Vous verrez ce spectacle désolant où les policiers et les gendarmes tendent la main 500 000 francs à chaque conducteur de moto, à chaque chauffeur de véhicule qui arrive au niveau du contrôle de police et gendarmerie. Et ça se passe dans tous les postes de contrôle. Du moins, les postes de contrôle que moi je connais depuis ce temps que je voyage. Bon, je ne vous coupe pas, je vous relance toujours. Alors, pourquoi pas, à travers votre mouvement, sensibiliser cette jeunesse-là d'aller faire la carte d'identité au lieu de motiver les billets de 500 000 francs, comme vous le dites? On le fait déjà parce qu'il faut aussi le savoir. Ce n'est pas toute la jeunesse qui comprend l'importance de tenir une pièce d'identité. À la base, même beaucoup de jeunes n'ont même pas d'acte de naissance. C'est pas tous les parents qui sont conscients du fait que chaque enfant qui vient au monde devrait automatiquement avoir l'acte de naissance. Il y a des parents qui sont encore incultes de cette histoire d'acte de naissance. Malheureusement, nous sensibilisons au quotidien les jeunes pour qu'ils puissent se faire établir les pièces d'identité. Et d'aucuns se plaignent encore du coût très élevé de la pièce d'identité parce qu'ils se disent sortir 15 000 par le temps qui court pour se faire établir une pièce d'identité. Ce n'est pas donné. Et quand vous n'avez pas d'acte de naissance, si vous voulez pas passer par la procédure normale, c'est-à-dire vous présenter devant l'autorité de l'état civil qui va vous établir un certificat d'âge d'apparent pour qu'on vous renvoie devant le tribunal pour un jugement supplétif. Certains ont même peur d'affronter ce parcours-là parce qu'ils trouvent que c'est trop complexe. Une longue procédure. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui sortent des villages, qui n'ont jamais mis pied en ville. Quand on leur dit d'aller au palais de justice, ils s'estiment déjà que... Même s'ils savent où se rendre, certains ont même peur d'aller se placer devant ces hommes en toge noire. Pour eux, c'est quelque chose de délicat à affronter. Alors, monsieur Youbara Célestin, il faut préciser, aujourd'hui, vous agissez en casquette du communicant du Front pour le Salut National du Cameroun. Alors, à travers cette casquette, pensez-vous que l'opposition a une chance de remporter les prochaines élections? L'opposition a sa chance. Je suis obligé de vous le concéder, votre terme opposition, même si je ne suis pas d'accord avec cela. Je continue à dire que cette opposition que vous appelez opposition, moi je continue à l'appeler les partis qui aspirent à conquérir le pouvoir. Et je pense que ces partis qui aspirent à conquérir le pouvoir ont leur chance. Vous savez, monsieur Adama, le problème au Cameroun, ce n'est pas simplement aller voter. Le problème n'est pas de s'impliquer dans le vote. Le problème est bien au-delà. Je m'explique. Beaucoup de citoyens camerounais savent que leur faute à un moment donné est truquée, est volée. Volée. J'insiste sur le terme volé. Mais il faut surveiller, vous avez les mêmes droits de représentants dans les bureaux de vote, des scrutateurs partout. J'y arrive, monsieur Adama. Nous avons au Cameroun certains postes, certains bureaux de vote
qui se trouvent dans des endroits inaccessibles. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des bureaux de vote dans les casernes militaires? Non. Vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des bureaux de vote dans les chefferies et dans les lawanas? Est-ce que vous avez une preuve de tout ça ou bien ce sont des racontages? Parce que je suis un homme de terrain. Je me déplace beaucoup, je sensibilise beaucoup. J'ai été présent des bureaux de vote, j'ai été scrutateur, j'ai tellement vécu dans les villages que je sais exactement de quoi je parle. Et vous savez, c'est souvent mal poli, c'est souvent maladroit de tenir des paroles et de faire des déclarations si on n'a pas les preuves patentes. Durant ces élections, vous êtes journaliste, descendez dans certaines casernes militaires, vous conviendrez avec moi qu'il y a des bureaux de vote logés là-bas. Vous voyez un civil entrer dans une caserne militaire et imposer que la légalité soit appliquée, c'est difficile. Et au-delà de ça, nos villages sont dans des zones tellement enclavées. Et beaucoup de ces villages où certains bureaux de vote y sont logés n'ont même pas de représentants des partis de l'opposition. Parce que le véritable défi ici, c'est de contrôler le vote. Mais vous ne les envoyez pas sur le terrain ou bien faute de moyens, pourquoi il n'y a pas de représentants dans les bureaux de vote? À un moment donné, on a cru faire confiance aux organes chargés de l'organisation des élections, mais on s'est rendu bien compte plus tard. Mais si vous avez confiance, ça veut dire que vous n'avez pas de J'ai dit bien avant, parce qu'avant, on a fait confiance à ces organes qui organisaient ces élections, mais avec le temps, on a réalisé que c'est ces organes-là même qui étaient les premières entités à manipuler les bulletins à leur niveau avant que les résultats n'arrivent à un certain niveau. Malheureusement, ou alors malheureusement pour eux, ou alors heureusement pour les partis qui aspirent à conquérir le pouvoir aujourd'hui, que des stratégies sont déployées pour que les bureaux de vote soient sous surveillance. Pour le cas du parti que je défends ici, il est conseillé que chaque bureau de vote aura 2 représentants du parti, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Au moment où celui qui est à l'intérieur aura besoin d'aller se mettre à l'aise, celui de l'extérieur devra le remplacer parce qu'il faudra permanemment avoir les yeux sur le déroulé des activités à l'intérieur des bureaux de vote durant toute la journée. Et pendant ce moment-là, il faudra que l'un d'entre les deux ait le regard sur ce qui se passe. Bien après le déroulé des activités, lors du dépouillement proprement dit, il faudrait également que les représentants des scrutateurs puissent avoir leur smartphone sur eux, faire des vidéos. On n'a même plus besoin de photos. Faire des vidéos. Mais il y a les PV, non? Les PV sont suffisants. Les PV sont des papiers. Moi-même, étant assis ici, je peux vous dresser un PV. Il faudrait seulement que j'ai le document. Il faut signer par le président, le représentant de l'administration, tout ça là. Le président de la République est en Suisse, mais il continue à signer les documents. Alors, ça prouve que... Pour vous, M. Youbara, l'opposition a une chance de prendre le pouvoir? Pas prendre le pouvoir, ce n'est pas la force. L'opposition a une chance de conquérir à la magistrature suprême. Oui, parce que c'est sur le ressenti des Camerounais aujourd'hui que vous comprenez que la frustration a atteint un niveau, un point de non-retour. Il n'y a pas un seul citoyen que vous allez rencontrer en route, à part ceux qui sont bien lotis. Actuellement, je n'ai pas besoin de prononcer le nom de quelqu'un. À part ceux qui sont bien lotis, la majorité croupit dans la misère. La majorité n'arrive même pas à payer. Allez aujourd'hui dans les établissements, demandez les chefs d'établissement combien de parents ont déjà payé la pension. C'est parce que les gens n'arrivent pas à payer la pension simplement parce que les moyens ne suivent pas. Allez aujourd'hui voir le panier de la ménagère. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas bien manger, les gens sont radins ou alors les gens économisent. Non, il n'y a même pas de moyens pour pouvoir remplir ne serait-ce que le panier de la ménagère au quotidien. Mais le gouvernement fait assez à travers, si on peut prendre l'exemple ici au nord, il y a le projet Viva Benue, autant de projets qui accompagnent l'agriculture, le développement rural. Le gouvernement a fait quand même quelque chose, M. Youbara. Depuis que nous sommes là, je n'ai pas encore dit que le gouvernement n'a pas
ne fait pas des efforts. Le gouvernement ne fait pas assez d'efforts. Malheureusement également, cet effort que le gouvernement essaie de faire est parfois inhibé par l'action de certains qui se trouvent même dans ce gouvernement et ces actions-là sont noyées. Qu'est-ce que le FNC entend corriger si jamais vous accédez à la magistrature suprême? Le FNC, pour le Front pour le salut national du Cameroun, a pour ambition de régler tous ces tares qui sont en train d'être observés. En commençant par quoi? En commençant par le vrai combat contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable qu'un entrepreneur qui est un porteur d'idées, qui est celui-là même qui construit le Cameroun, qui part collecter ses petits moyens, il ouvre son entreprise, il parvient à avoir un marché avec toutes les difficultés qui entourent les procédures concernant l'obtention de ces marchés-là à travers, auprès des maîtres d'ouvrage. Tous ces blocages avec la vie qui est chère, les matériaux qui sont chers, parvient à réaliser une structure. Et il arrive au niveau des services des finances pour le paiement, qu'on prélève 5%, 10% sur ses décomptes. Je pense que c'est quelque chose qui tue l'économie du Cameroun et ça tue le citoyen. Et le Front pour le salut national du Cameroun entend mettre sur pied véritablement un procédé de lutte, de traque de ceux-là que je qualifierais ici de bandits, pour que la grande masse des Camerounais qui aspirent à travailler sainement et dignement puissent manger. Pourquoi les qualifier de bandits? Oui. Il y a quand même la méritocratie d'une part. Je n'ai jamais su que avoir pour rôle de payer quelqu'un dans un bureau, vous donner le mérite de prélever. C'est affiché, le service public est gratuit au Cameroun. C'est affiché partout. Oui. Mais malheureusement, dans l'application de ces affiches-là, est-ce que ça suit? Je vous disais ici que le simple fait d'être un chef comptable ou alors un TPG ne vous donne pas le droit de prélever 10% sur les décomptes d'un entrepreneur. Cela veut dire simplement que si l'État vous a placé là, vous avez un salaire qui correspond au travail que vous faites au quotidien, comme l'enseignant le fait, comme le médecin le fait, comme le chauffeur le fait. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait des blocages pour pouvoir inhiber les efforts de ceux-là même qui veulent dignement alors, travailler. Monsieur Youbara, il y a plusieurs partis d'opposition, UNDP, FNC, PCRN. Alors, l'absence de coalition entre ces partis d'opposition-là, ça ne vous inquiète pas? Inquiéter, je dirais pas. Je dirais plutôt, ça me désole. Oui. Ça me désole en ce sens que des gens qui pensent porter le même combat, qui ne peuvent pas comprendre qu'en face d'eux, ils ont une machine bien aguerrie qu'il faudra déployer des stratégies bien réfléchies, bien organisées pour les affronter. Je trouve que c'est un peu égoïste de leur part. Le problème se situe à quel niveau? Je ne suis pas dans le secret des différents états-majors, mais je puis vous dire... Vous êtes quand même le communicant du FNC. Justement. Le FNC a fait un premier pas pour affronter les autres leaders des partis politiques d'opposition pour une éventuelle coalition? Il y a eu des consultations et à l'heure où je vous parle, les consultations continuent. Ce ne sont pas des rencontres qu'on publie tous les jours sur les réseaux sociaux ou bien qu'on affiche sur les panneaux publicitaires en route. Je pense que moi je garde espoir que d'ici le jour J de ces élections, que des déclarations soient faites dans le sens de la coalition entre les têtes d'affiche de ces partis. Est-ce que le FNC est prêt à se rallier au cas où on vous demande FNC suivez UNDP ou PCRN? Le terme se rallier ici, je pense que nous ne sommes pas en guerre. Je pense que le terme se rapprocher d'eux pour trouver un consensus qui portera la voix du groupe réuni. Je pense que le terme s'y est.
Mais dire rallier... Bon, le FNC est prêt quand même à suivre un autre parti politique d'opposition? Ça dépend de l'issue des débats. Mais pour le moment, je sais quand même que les consultations continuent, les négociations, les tractations continuent. Mais vous dire ici que c'est le FNC qui suivra un autre parti d'opposition ou alors c'est un autre parti d'opposition qui suivra le FSNC, je pense que c'est trop tôt de me prononcer sur ces sujets-là. Mais la campagne vient de débuter. Et sur le terrain, ça se passe comment? Lorsque vous vous affrontez peut-être avec d'autres partis d'opposition, vous êtes sur le terrain, on sait que c'est la période phare. Comment ça se passe avec cette jeunesse-là, la communication? Oui, je m'en veux vous dire quelque chose qui, moi, personnellement, me satisfait. Vous savez que le peuple camerounais, c'est un peuple mature, un peuple responsable en ce qui concerne les activités politiques. Vous voyez, dans certains pays, lorsque les périodes de campagne comme celle-ci arrivent, il y a des affrontements qui vont jusqu'au mort d'homme. Mais chez nous, jusqu'ici, le lancement de la campagne a eu lieu hier. Et jusqu'ici, ça ne manque pas, nous sommes des humains. Il peut y avoir des échauffourées, il peut y avoir des voix levées, mais vous n'entendez jamais qu'il y a eu mort d'homme. On se réserve parce qu'on se respecte. Le terrain politique n'est pas un champ de bataille. C'est un lieu de débat d'idées, de débat d'opinion. Et je pense que les Camerounais sont assez matures pour pouvoir faire passer leur message à leur population dans la sérénité, dans la tranquillité. Et j'en appelle même à toute la jeunesse camerounaise. Je pense que la politique n'est pas faite pour les gens violents. La politique est faite pour les gens qui savent tenir la foule en haleine, proposer les idées qui vont convaincre les populations, convaincre les populations parce que vous leur proposez et non parce que vous leur imposez. Donc l'éveil de conscience, si on comprend bien, accompagne le parti FSNC, qui est un parti d'opposition. Oui, pas uniquement. Dans ce cadre précis, nous accompagnons la jeunesse camerounaise dans le conseil, dans la sensibilisation de façon générale. Il n'est pas que des questions politiques. Bon, vous les invitez quand même à faire le choix de l'opposition, si on comprend bien. Comme je vous l'ai dit tantôt, la politique, ce n'est pas d'imposer son parti à un citoyen. C'est de convaincre le citoyen à s'intéresser à la chose politique, de lui proposer la vision que vous avez de votre parti politique. Et pourquoi ne pas le proposer dans la vision du Justement, j'étais donc en train de venir. Je ne peux pas, je ne pense pas que nous soyons deux commerçants au marché, nous avons nos étalages. Je puisse convaincre le potentiel client qui arrive d'aller acheter chez vous. Je cherche à le convaincre de venir vers moi. Ou alors nous sommes deux gérants d'hôtel. Et moi, je conseille la population d'aller dans votre hôtel, de laisser le mien, mais vous trouvez que ça n'a pas de sens. Je pense que dans le cadre de ces sensibilisations, nous cherchons à convaincre la jeunesse de se rallier à la cause du président Issa Chiroma Bakary, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le porteur de l'idée qui est à même de trouver de la place à la jeunesse dans la nouvelle société camerounaise. Alors, parlant de trouver une place, le président national du parti FSNC, Issa Chiroma Bakary, a servi pendant un bon nombre de temps dans le gouvernement camerounais en casquette du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et si jusqu'ici, vous n'avez pas toujours eu de solution pour insérer un bon nombre de citoyens camerounais qui sont au chômage, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous reprochez le parti au pouvoir? Issa Chiroma, le président Issa Chiroma, en tant que ministre, était simplement un motorboy. Je pense que le terme motorboy, vous le comprenez. Le chauffeur du bus, c'est le président de la République. Qu'est-ce que le motorboy peut faire et que le chauffeur ne soit pas d'accord? Mais on l'a confié quand même, ce ministère-là, c'est lui qui gère. Oui, le rôle du motorboy, c'est de détacher les roues, c'est de remplacer les bouteilles d'eau dans le bus, c'est de décharger et de recharger les bagages. Ce travail-là, il l'a fait. Mais il n'a pas les mains libres de se déployer en tant que chef du gouvernement, chef au sommet de l'État. Maintenant, donnons-lui la chance de pouvoir le faire en tant que président de la République. S'il échoue, c'est en ce moment que vous lui demanderez des comptes. Mais demander des comptes à un ministre
dans le gouvernement camerounais actuel, je pense que c'est tous ces ministres-là qu'on mettrait autour de la table et leur poser des questions. Il y a pire. Pourquoi vous ne demandez pas ce que le ministre des Travaux publics fait? Vous voyagez régulièrement sur la route d'Engaoundéré, vous voyez l'état piteux de la route de Mora Kousseri. Mais Dieu merci que le gouvernement camerounais vient d'agir récemment. Vous n'avez pas lu le communiqué. Plusieurs entreprises ont déjà gagné le marché pour le tronçon qui tend de Ngaoundéré jusqu'à Garoua. Pour moi, cette annonce paraît comme appeler les ambulances et les médecins après un accident. Cette route est délabrée, est cassée il y a des années. Nous savons tous que dans le cadre, je ne suis pas un ingénieur des routes, mais je sais quand même que quand on butime une route, sa durée de vie ne va pas au-delà de 40 ans. Cette route Garoua-Ngaoundéré aujourd'hui, je pense que c'est au-delà déjà de 40 ans. Si le gouvernement, on dit gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Si le gouvernement, depuis 1980, n'a pas anticipé pour construire cette route, il y a de cela 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas à 2 mois des élections, à 1 mois des élections que les entreprises pourront livrer ces chantiers. Vous conviendrez avec moi que ça, c'est un coup politique, simplement pour faire croire à la population que cette route est en train d'être faite. Votez-nous une fois de plus. Mais en réalité, actuellement, ils sont en train de battre campagne sur ces routes qui sont dans les mêmes états qu'il y a 5 ans, d'il y a 3 mois. D'accord. Alors, pour vous, le candidat idéal, c'est le FSNC, le président Issa Chiroma Bakary. Le candidat à qui nous devons faire confiance, à qui le peuple camerounais devrait... Vous parlez de confiance, mais n'oubliez pas que Issa Chiroma avait servi dans le gouvernement camerounais et nous voyons des vidéos qui circulent qu'il demande d'accompagner le président Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. Oui, c'est un engagement. Nous sommes dans le milieu politique. Quand vous vous engagez aux côtés de celui que vous soutenez, vous devez le faire avec franchise, avec engagement, avec détermination. Et c'est ce que le président Issa Chiroma a fait. Et il a décidé de rompre ce contrat. Justement, vous êtes un acteur du milieu footballistique. Quand un footballeur a un contrat avec un club X, après la rupture de son contrat avec le club, est-ce qu'il doit raccrocher la godasse? Il est libre d'aller s'engager avec le club de son choix. Nous avons vu notre cher Samuel Eto'o, il était au Real Madrid. On ne lui a pas donné sa chance, il est allé s'exprimer ailleurs et il est devenu un très grand joueur à Barcelone qui n'était pas très loin de Madrid. Est-ce que l'objet de sa démission est connu? Celui du président Issa Chiroma Bakary. L'objet de sa démission du gouvernement est connu? Qu'est-ce qu'il reproche au gouvernement camerounais? Nous ne sommes pas ici pour parler de l'objet de démission du gouvernement du président Issa Chiroma. Nous sommes beaucoup plus ici pour convaincre la jeunesse de se rallier à la cause du président candidat Issa Chiroma. Alors si vous invitez donc cette jeunesse, mais dites à cette jeunesse-là pourquoi donc le président Issa Chiroma Bakary est le candidat consensuel, peut-être le candidat idéal à soutenir le 12 octobre. Oui, comme je l'ai dit tantôt, il a œuvré à accompagner le gouvernement en place durant toutes ces années, mais il a observé en lui-même que le changement qu'il attendait n'est pas arrivé et que tout ce qui est déployé à son sens ne parviendra pas à convaincre, à surmonter les obstacles qui se dressent devant la jeunesse, et il pense qu'il a les épaules pour mener ce combat-là en tant que chef de gouvernement. Et il appelle donc cette jeunesse à se rallier à sa cause, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 60% de l'électorat, puisque chez nous, quand vous avez 40 ans, 45 ans, on vous continue à vous considérer comme un jeune. Imaginez-vous ceux qui ont la majorité électorale. Prenons même à partir de 21 ans jusqu'à 45 ans. Vous savez combien ils sont au Cameroun? Il y en a des millions. Malheureusement, plus de la moitié de cette jeunesse n'a pas accès à un travail décent, à un boulot décent. Bon, le nombre de militants dans le septentrion vous rassure sur la victoire du FNC dans le Grand Nord? On ne gagne pas seulement une élection présidentielle en s'occupant simplement des militants d'une région ou de 3 régions. Nous sommes ici en train d'appeler toute la jeunesse camerounaise à se rallier à la cause du président Issa Chiroma Bakary. Nous appelons les jeunes de la région septentrionale, tout comme les jeunes du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest, du centre, du sud et de l'est,
Tous ces jeunes doivent comprendre qu'ils ont un candidat qui défendra leur cause le moment venu si on lui confie le gouvernail du Cameroun. D'accord. Alors, pour terminer notre échange, M. Yubara Célestin Dorisno, quel message adressez-vous aux jeunes du Cameroun à la veille des élections? J'appelle les jeunes à une nouvelle prise de conscience. Ils doivent prendre conscience de leur rôle, du poids de leur rôle dans l'édification et la construction du Cameroun. Ils doivent comprendre que rester sur le bas-côté de la route qui mène vers la construction ultime du pays n'est pas la solution qu'ils devraient adopter. Parce qu'aujourd'hui, dites-vous bien que la majorité des jeunes sont découragés. Vous ne pouvez pas... Non seulement découragés, pourquoi? Découragés parce que vous ne pouvez pas... Manque d'emploi. Parce que vous avez en face de vous une jeunesse qui s'investit dans les études. Partir de la maternelle jusqu'à obtenir son master, ça nous demande un minimum 23 à 25 ans. Et puis, après ces efforts-là, vous vous retrouvez à la maison en train de discuter la même litérie que les petits frères que vous avez vu naître après vous. Mais celui dont vous soutenez aujourd'hui avait servi dans le même ministère. Hein? Je suis d'accord avec vous. Je venais de vous dire qu'il n'avait pas la liberté de s'exprimer en tant que président de la République. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il se porte garant de pouvoir changer la donne si le peuple camerounais lui donne sa chance de pouvoir, même en un seul mandat, de montrer de quoi il est capable parce qu'il a vécu aux côtés de ce gouvernement durant des années. Il a observé ce qui n'a pas marché. Il est à même de corriger les tares qu'il a pu observer. Alors, M. Yubara Célestin Dorisno, avez-vous un dernier message à dire aux citoyens du Grand Nord ou bien on se limite là? Non, j'étais justement, vous me relancez simplement parce que j'étais sur mon propos pour inviter les jeunes à aller massivement voter le candidat Issa Chiroma Bakary. Tous les jeunes ne peuvent pas voter un seul candidat. Tous les jeunes ne peuvent pas voter seulement le président Issa Chiroma. Comme je vous l'ai dit, la politique, c'est une question de choix, c'est une question d'aspiration. Je suis le leader qui me convainc, en qui je m'identifie. Moi, j'aurais aimé, j'en appelle à toute la jeunesse de voir en Issa Chiroma Bakary celui-là qui a les épaules pour porter leur espoir et leur lutte. Et j'appelle également cette même jeunesse à ne pas se décourager. Parce que le Cameroun est une terre d'opportunités, c'est une terre de richesse. Chacun peut avoir de quoi manger dans ce pays. Chacun peut avoir son petit travail décent dans ce pays. Et j'appelle également les jeunes à ne pas s'investir dans le discours haineux ventilé par certains politiciens. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable, il est inadmissible que des jeunes d'un camp s'appellent talibans, dans l'autre camp, on s'appelle les buveurs de tontol, excusez-moi l'expression. De l'autre côté, on dit ce sont les moutons du Nord. Pour un pays qui se veut respectueux, ce sont des expressions qui ne devraient même pas avoir lieu. Vous ne trouvez pas que le problème se trouve à la base? Je vous ai dit, c'est des politiciens qui utilisent ces termes-là pour déstabiliser les consciences et tirer profit de ces amalgames pour pouvoir d'aucuns consolider leur position et d'aucuns semer le doute, le trouble dans la tête des citoyens. Alors, vous êtes en campagne actuellement? La campagne est lancée véritablement. Ça a démarré hier et le FNC est sur le terrain. Le FNC dans beaucoup de parties du Cameroun est déjà sur le terrain, mais pour le cas de Garoua, les activités seront lancées dès demain. Et je pense que, étant journaliste, vous êtes sur le terrain, vous aurez le retour des activités qui seront menées dans les différents coins de la région du Nord en ce qui concerne le Nord et dans les différentes parties du Cameroun en ce qui concerne l'étendue du territoire. Mais j'insiste, je reviendrai sur la question précédente parce que j'étais en train de dire que j'appelle beaucoup plus la jeunesse à la retenue. À la retenue en ce sens que je venais de magnifier à l'entame de nos propos que la jeunesse camerounaise et le peuple camerounais entier est une population bien élevée, éduquée et responsable. Il faut qu'on le démontre également lors de ces séances électorales
en gardant notre sang-froid, se réserver, en n'est pas cédant à la provocation de certains parce que ça ne manque pas. Nous avons haineux, à ne pas considérer l'autre Camerounais qui n'a pas notre aspiration, qui n'a pas notre opinion comme un ennemi, mais simplement comme un adversaire politique sur le champ. C'est question de choix. C'est question de choix. Parce que nous tous, on ne peut pas être dans un seul parti politique. D'accord. Merci, M. Youbara Célestin. Nous vous remercions d'avoir accepté volontiers de répondre présent sur notre plateau de l'émission Entretien pour échanger sur jeunesse et implication dans le processus électoral lors de la présidentielle du 12 octobre prochain. Tout l'honneur est pour moi. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et je pense que c'est un essai, c'est un tout premier passage. Dans les jours à venir, si vous nous sollicitez, on reviendra pour davantage expliquer à la jeunesse qui aspire à suivre mon candidat ce que nous sommes en train de déployer sur le terrain et les astuces qu'il faut faire, qu'il faut mettre en marche pour pouvoir davantage pénétrer l'arrière-pays parce que tout se joue là-bas. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, voilà qui conclut cette émission Entretien sur Camnews 24. Et nous vous rappelons, l'invité d'aujourd'hui est Youbara Célestin d'Orisno, qui est le communicant du parti FSNC, bien évidemment, Front pour le Salut National du Cameroun, du président Issati Roma Bakari. Nous lui disons merci d'avoir accepté volontiers de répondre présent à cette émission. Et nous terminons ce nouveau numéro par ce message qui appelle tous les citoyens à sortir massivement et faire le bon choix le 12 octobre prochain. Et voilà, mesdames, messieurs, rendez-vous à très bientôt.